cette première table ronde. Alors avant de présenter cette première table ronde, je voulais adresser des remerciements extrêmement sincères à l'ensemble des personnes qui sont présentes ici autour de cette table. L'objectif maintenant est de vous faire partager des témoignages de victimes de différentes violations des droits de l'homme. Donc, je vais d'abord vous présenter les différentes personnes qui sont présentes à côté de moi. Donc, d'abord, Madame Petri Sanabria, merci beaucoup, très sincèrement d'être ici. Donc, vous êtes originaire de Santa Maria, dans la province de Badajoz, en Extremadura. Donc vous êtes victime de la guerre civile et vous recherchez actuellement les corps de plusieurs membres de votre famille. Donc merci encore d'être présent parmi nous. Est avec nous aussi M. Carlos Escartin. Donc vous êtes originaire de Huesca, que vous aimez énormément. Vous avez été incarcéré durant le franquisme et victime de torture. Merci d'être parmi nous. Ensuite, pour se centrer davantage sur le Pays Basque, nous avons parmi nous Madame Achoul Lacha. Merci beaucoup d'être présente parmi nous. Vous êtes la sœur de Yoshian Lacha, membre de l'État enlevé en 1983 et retrouvé enterré dans de la chauvie, donc qui était aussi dans le cas tristement connu de Lacha et Sabala. Et enfin, Maïcha Bellacha, merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes la femme de Juan Malik Jauregui, qui est un élu socialiste, ancien gouverneur du Guipuscoa, qui a été assassiné à Tolosa en 2000. Donc, merci encore d'être parmi nous et d'accepter de témoigner devant cette assemblée très nombreuse. Pour animer cette table ronde est aussi présent à mes côtés M. Patrick Pépin. Vous êtes l'ancien directeur de l'école de journalisme de Lille, vous êtes membre du CPA de Bordeaux, ancien directeur de la rédaction de France Culture et spécialiste de la guerre civile espagnole, des témoignages et aussi de sa mémoire. Une spécialité qui a pu se voir notamment dans un de vos ouvrages, Histoire intime de la guerre d'Espagne, Mémoire d'un vaincu. Merci aussi d'avoir accepté de co-animer cette table ronde. Alors, ce qu'on vous propose dans cette première partie, chacun d'entre vous, c'est d'exprimer en 15 minutes, de partager votre expérience, et après, s'en suivront quelques questions que nous vous poserons. Et merci encore très sincèrement d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par Mme Sanabria. Bonjour, je suis Petri Sanabria Cerrato, petite fille et nièce de parents et oncles assassinés en 1936. Donc je ne vous cache pas, je suis très émue de témoigner aujourd'hui. C'est la première fois que je vais donc raconter cette partie de l'histoire de ma famille, semblable à de nombreuses familles espagnoles survenues lors du soulèvement contre la République espagnole par Franco le 18 juillet 1936. Cette histoire, j'allais l'apprendre vers l'âge de 8 ans, l'âge auquel mes parents ont émigré en France, plus exactement à Saint-Gabriel de Bordeaux, en Gironde, en 1963. J'ai su que mes grands-parents et mon oncle avaient été fusillés, laissant ma mère orpheline à l'âge de 11 ans. Je serai toujours reconnaissante envers mes parents de ne pas nous avoir occulté cette vérité, de nous l'avoir transmise à mes 2 frères, ma sœur et moi-même. Mes parents durent émigrer en France pour des raisons économiques, mais aussi et surtout pour des raisons politiques. Mon père était un fervent militant du Parti communiste. Comme vous devez vous en douter, à l'époque de Franco, parti clandestin. Cela, nous l'apprendrons
mes frères, ma sœur, moi-même et ma mère une fois en France. Alors, les circonstances et les conditions de l'assassinat de mes grands-parents et mon oncle, j'allais les apprendre, ou du moins les intégrer à fur et à mesure de ma maturité. À fur et à mesure des anecdotes, j'ai mis bout à bout ces petits bouts d'histoire que m'a transmis mes parents, bien sûr, mais après des témoignages de la famille, pour construire cette histoire, pour construire mon histoire. Alors ma grand-mère, Luisa Muñoz Gallego, est née à Santa Maria, la province de Badajoz, en Extrémadure, en 1883. C'était une femme de caractère, instruite, qui savait lire et écrire, ce qui n'était pas courant à l'époque, et surtout pour une femme. Elle était toujours au devant pour les avancées sociales, et comme me racontait ma mère plusieurs fois, lors des manifestations, elle était toujours au premier plan avec le drapeau républicain, Viva la Repubblica. Elle me raconta aussi que lors de la venue de la députée socialiste de Badajoz, Margarita Nelkel, pour faire un meeting, c'est elle qui allait l'accueillir à Don Benito, à une vingtaine de kilomètres, pour l'amener au village. C'était quelqu'un qui s'indignait aussi contre les injustices sociales, et notamment quand elles émanaient de personnalités comme le curé du village, Don Publio. Et justement, lors d'une procession, elle assistait au défilé de cette procession. Et quand le curé est passé devant elle, elle a eu l'audace, moi je dis le courage, de s'adresser à lui et lui dire « Don Publio, vous ne méritez pas de porter ces habits ». Elle lui reprochait de ne pas respecter les valeurs et les lois républicaines. Ce curé était connu pour être plus du côté des oppresseurs et non des oppressés. Cette interpellation allait lui coûter cher, puisque c'est lui qui la dénoncera pour cette interpellation, mais aussi parce que, disait-il, c'était una roja, une rouge. Malgré que je n'ai pas connu ma grand-mère, qu'on m'ait volé sa présence, je lui porte une grande admiration. Je suis fière d'être sa petite fille, de la femme dont j'imagine qu'elle est. Mon grand-père, Faustino Cerrato Rebollo, est né lui aussi à Santa Maria en 1883. Alors, c'était quelqu'un plutôt de réservé, en retrait de la vie politique, contrairement à sa femme et à son fils. Mais ce que je sais, parce que ma mère me l'a dit assez souvent, c'est qu'il l'avait eu sur le tard, ils avaient tous les deux 41 ans, que ma mère était la quatrième d'une fratrie, la seule fille, qu'elle était très choyée, mais surtout qu'elle était très attachée à elle. Mon oncle, José Cerrato Muñoz, est né lui aussi à Santa Maria en 1917. Il faisait partie d'un comité révolutionnaire et ce comité révolutionnaire était créé, entre autres, pour faire respecter les principes et les lois républicaines et les décisions du conseil municipal. Le conseil municipal, en 1936,
qui avait à sa tête un maire socialiste, Tomás Cerreto. Une de ses décisions était de prendre 10% de charge des productions des propriétaires terriens. Alors, la majorité des propriétaires s'acquittaient de ces charges, mais parmi eux, donc José Gutiérrez de Miajada ne voulut pas s'acquitter de cette charge. Donc le comité décida d'aller chercher du blé à cette dite propriété, El Lomo de la Liebre, pour aller chercher ce blé pour enfin après le distribuer à la population aux plus nécessiteux. Et donc organisa un convoi avec 2 camions, 10 personnes armées de fusils de chasse. Malheureusement, il y eut une fuite et une embuscade les attendait. Donc le premier camion a vu tout de suite cette embuscade et a pu faire un demi-tour. Mais dans le deuxième camion, où était mon oncle, avec 4 autres camarades, ne put voir cette embuscade et reçut une balle qui lui traversa la joue. Le chauffeur fut tué sur le coup. Les 3 autres furent blessés, dont un, on a su plus tard, traîné sur tout le village de Rada jusqu'à mort sans suite. Mon oncle, lui, eut la chance d'être secouru par ses camarades et emmené à l'hôpital de Mérida où il fut soigné. Et ma grand-mère, au vu du contexte politique, dut aller le chercher pour le ramener au village en taxi, le seul moyen de transport à l'époque, en dehors des charrettes. Et malgré aussi le désaccord de la famille qui ne voulait pas qu'elle y aille parce qu'elle encourait évidemment d'être arrêtée, elle se rendit quand même à l'hôpital. Et effectivement, sur le chemin du retour, le chauffeur protesta qu'il faisait chaud et qu'il fallait faire une halte pour se désaltérer. Et au village de San Pedro de Mérida, donc, ils firent une halte. Et là, les attendait un groupe d'hommes, tous du village, tous phalangistes, parce que le chauffeur du taxi les renseignait sur la course qu'il devait faire avec ma grand-mère. Et donc, ce groupe d'hommes assassinèrent d'abord et fusillèrent mon oncle et après mon grand-père. Je vous raconte cela parce qu'il y a eu un témoin de cette scène qui s'était caché tout le long de la fusillade et qui, une fois ils ont fini cette sale besogne, ont laissé les corps comme ça sur le sol. Et cet homme a creusé un trou et les a enterrés pour pas, comme disait-il, les chiens. Cela s'est passé donc le 1er août 1936. Donc vous voyez, très peu de temps après le soulèvement contre la République, par contre. Mon grand-père, lui, on l'a vu sortir de chez lui un jour, entouré de 2 morts, et on l'a plus jamais revu. Une des personnes qui a vu cette scène vit toujours, elle a 90 ans. De même, ce que je vous racontais sur le convoi qui avait été organisé par le comité révolutionnaire, c'est parce que nous avons eu le témoignage d'une
une des personnes qui faisait partie de ce convoi, qui était dans le premier camion, qui avait pu s'échapper, et qui nous l'a raconté. Nous l'avons filmé, nous avons une vidéo de ce témoignage. Il s'appelait José Mendel. En 1979, mon père, Florent, avec mon compagnon, qui est là aujourd'hui, mon beau-frère et le témoin de la filiale de mes grands-parents et mon oncle, ont voulu retrouver leur corps. Mais cela se révéla impossible, parce que le paysage avait énormément changé. Et puis, 43 années après, la mémoire du témoin lui faisait défaut. Il y a une dizaine d'années de cela, j'ai voulu aller voir un des bourreaux, parce qu'il faut savoir quand même que aussi bien le curé du village, aussi bien toutes les personnes qui ont assassiné mes grands-parents, ont vécu au village. Et donc, il y a une dizaine d'années, j'ai voulu rencontrer un des bourreaux, aller chez lui, juste pour voir son visage et lui dire qu'il avait en face de lui la petite fille et la nièce, cette femme et cet homme dont il s'était porté volontaire pour les tuer. Malheureusement, il était en vacances, je n'ai pas pu le voir, et à mon grand regret, je n'ai jamais pu le voir parce qu'il est mort un an après d'une longue maladie. Depuis quelques années, avec l'association RNH, nous recherchons leur corps. La dernière fouille a eu lieu au mois de mai l'année dernière, malheureusement sans succès. Nous ne perdons pas espoir. Nous allons continuer cette lutte et ce combat pour retrouver leur corps, pour qu'enfin soit reconnu qu'ils ont bel et bien été assassinés et n'ont pas porté disparu. Mes grands-parents et mon oncle font partie de ces 130 000 républicains qui attendent qu'on leur redonne une dignité et qu'on les sorte de sous la terre. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Madame Sanabria. Très sincèrement, merci. Donc là, je vais passer la parole à Monsieur Carlos Escartin. Merci encore d'être venu parmi nous.